Samedi 8 février 2025. Bienvenue sur votre émission préférée de Taïkou. Pour ce premier numéro, nous allons à la découverte du plus grand employeur du secteur privé de la Côte d'Ivoire. Homme d'affaires Assouffer, ancien président de la Chambre du commerce et de l'industrie de la Côte d'Ivoire, son pays, dont il a également été ministre chargé du commerce et de l'industrie, M. Jean-Louis Bignon a accepté de nous recevoir dans sa résidence à Cocody, en présence de quelques étudiants de la prestigieuse école de commerce dénommée Institut supérieur de management Adonaï, ISM Adonaï. Suivez plutôt. Alors, on nous présente souvent comme le plus gros employeur de Côte d'Ivoire après l'État, c'est vrai, mais il faut atténuer quand même parce que on est dans des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre, l'agro-industrie. Donc tout de suite, dans une plantation d'EVA ou de palmiers, c'est très consommateur de main-d'œuvre. Donc c'est mieux de nous juger sur le nombre de cadres et agents de maîtrise que nous avons. Là aussi, quand même, on est à peu près à 600-700 cadres dans le groupe, et puis 1 millier d'agents de maîtrise, donc c'est bien. Donc c'est pas mal. Mais le plus gros défi, c'est pas tellement d'être le plus gros employeur, c'est d'être le plus rentable possible. Parce que vous pouvez avoir des entreprises avec beaucoup plus petites, beaucoup moins de salariés, mais qui performent mieux que vous en matière de retour sur investissement et de résultats. Donc vous pouvez être une PME extrêmement rentable. Nous, on est considéré comme une grande entreprise en Côte d'Ivoire, mais moi, je me considérais comme une grosse PME dans un pays comme l'Allemagne ou les États-Unis parce qu'ils ont tellement de grosses entreprises que c'est pas la même échelle. Donc ça veut dire qu'on a un parcours important à faire, nous en Côte d'Ivoire et sur le continent africain en général. Il faut savoir relativiser les choses. Donc il n'y a rien ici qui est impressionnant en soi, et trop souvent on vous freine en disant vous êtes déjà grand et tout ça. Non, pas du tout. Il faut viser plus grand pour un pays, et je pense être beaucoup plus ambitieux que ça, et faire plus pour le secteur privé, de sorte que vous-même demain, vous puissiez être plus fort, et comme je le pense que l'avenir appartient à ce continent-là, il faut avoir de très grosses ambitions pour ce continent, et ne pas voir l'ensemble des jeunes quitter le continent pour aller trouver réponse à leurs préoccupations ailleurs. Vous voyez tous ces jeunes qui vont à l'aventure, c'est parce que au sortir de l'école ou avant l'école, sans faire d'école, ils ne trouvent pas d'emploi ici. Il n'y a pas assez d'entreprises dans le secteur privé. On a une population qui grandit et pas suffisamment d'investissements et d'entreprises qui naissent pour absorber toute cette jeunesse-là. Donc c'est le gros défi que nous avons pour demain. Si on n'arrive pas à accélérer notre croissance, accélérer la création de richesses, accélérer le nombre d'entreprises dans le secteur privé, ça risque d'être compliqué pour nous demain. Je dis secteur privé parce que c'est le secteur privé qui est vraiment le moteur. Le secteur public, il vit du secteur privé. Donc il ne peut pas avoir, c'est pas un élastique qu'on va tirer et puis chaque fois ajouter des gens dessus, sinon vous risquez d'avoir plus de fonctionnaires que de population à servir. Alors qu'un pays bien organisé va avoir un ratio fonctionnaire-population et pour être efficace.
et ils le font dans tous les secteurs. Combien de policiers il faut pour 10 000 habitants, combien il faut de juges, combien il faut de médecins. Chaque fois, on a des standards comme ça. Et ce qui peut compenser le manque d'emploi et tout, c'est que le secteur privé, c'est vos initiatives. Hein. Et nous tous, moi je suis consommateur d'une autre entreprise, et un autre consommateur est consommateur pour moi. Donc on travaille entre acteurs, fournisseurs, producteurs, tout ça. Hein. On a besoin les uns des autres. Après, la réussite des uns et des autres dépend de tellement de facteurs, mais je dirais que le facteur le plus important, ça reste le travail et le sérieux que l'on donne dans son travail. Et la détermination que vous pouvez avoir. Vous pouvez être tout ça et ne pas réussir parce que vous êtes dans un secteur qui n'est pas porteur. Hein. Et si vous restez dedans, il ne sera pas porteur, mais vous vous accrochez et vous allez rester moyen. Il y a des secteurs qui sont porteurs aujourd'hui. Tout ce qui est technologie, intelligence artificielle, tout ça, c'est des valeurs ajoutées que vous payez très cher. Votre téléphone coûte plus cher que notre tonne de cacao. Bon, c'est comme ça. Hein. Parfois, même sans aller sur cette technologie-là, les Italiens, les Français, dans le luxe, ils gagnent énormément d'argent, alors que ce n'est qu'un foulard, une chemise, un costume, une robe ou un sac, mais que les gens achètent une fortune dans le monde. Hein. Et ça, c'est la beauté de l'entreprise aussi, et de la marque que vous pouvez avoir. Il y a des marques que vous connaissez de nom, et qui précèdent. Vous allez penser, oui, je veux boire telle boisson, et vous donnez le nom de la marque, et on vous donne la boisson. Là, c'est l'aboutissement même et la réussite de votre entreprise. Et après, il faut préserver la réputation de la marque, parce que si comme on dit ici, si vous gâtez le nom de la marque, après, c'est toute la marque et l'entreprise même qui va s'écrouler. Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de plus beau que l'entrepreneuriat. Créer une entreprise, se battre pour la voir survivre, la voir résister, la voir grandir, et puis après maintenir cette entreprise-là. Moi, je suis plus chanceux que beaucoup d'entre vous, parce que on a hérité d'une entreprise existante, où le travail, la bagarre du début, nous, Sifka par exemple, à 60 ans, la bagarre du début, c'est les parents qui l'ont faite. Hein. Mais ça reste pas une aventure facile pour autant, parce que vous vous souvenez, il y a 20-25 ans, on était en pleine crise ici. Donc, et personne de nous n'est formé pour gérer une entreprise en crise. Hein. Et là, c'est là que ça vous forge le caractère et que vous vous battez pour faire survivre l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que nous, on est arrivé à faire dans des conditions extrêmement compliquées. Mais c'est par le sérieux et la réputation que vous vous forgez vous-même en respectant vos engagements. Hein. Les pays les plus entreprenants sont les pays où on a le plus de liberté. Liberté d'opinion, liberté de réunion, liberté de parole et liberté d'entreprendre. Partout les libertés et la justice sont préservées, vous avez une liberté d'entreprendre, et là, tout peut arriver. Là où c'est bridé, vous vous rendrez compte que tout se bride. Celui même qui veut réfléchir à son entreprise, parce qu'il n'y a pas de justice, parce qu'on va venir lui voler ceci, cela, ou lui imposer telle ou telle direction. Bon. Donc regardez, la Chine, en introduisant un minimum de liberté, comment elle a explosé aux yeux du monde, hein, en termes d'entreprise. Donc, il faut avoir plus de liberté. Et moi, pour ma part, je ne peux que vous encourager dedans.
dans le secteur privé, le plus difficile, c'est le début. Donc, il est bon pour vous de prendre une expérience en entreprise. Et si un jour, vous avez votre idée et tout, c'est fort de votre expérience de gestionnaire, confronté à différentes situations, que vous êtes plus à même de vous lancer par vous-même. Rares sont ceux qui se lancent au sortir de l'école. Il y a des cas, hein, au sortir de l'école, parce qu'ils ont eu une idée géniale, et puis ils lancent un produit et ça marche. Il y a des cas, mais il y en a combien sur les milliards d'individus qu'il y a dans le monde, hein? Les gros défis que nous on rencontre ici, en général, vous allez m'entendre en parler de plus en plus, c'est l'environnement général des affaires. Peut-être une fiscalité trop agressive, une administration qui ne comprend pas bien les enjeux des acteurs économiques. Vous pouvez vivre certains aspects tous les jours sans vous rendre compte. Tous nos policiers, nos douaniers, au bord de la route, qui ralentissent la fluidité du trafic, c'est une matière première qui arrive trop en retard à l'usine, hein, et quand vous avez épuisé un stock, le temps de redémarrer, ça peut mettre l'usine à l'arrêt, tout bêtement, parce que le produit a été bloqué quelque part. Ou alors, un camion qui doit pouvoir faire 2, 3, 4 rotations en une journée ne va faire que 3 au lieu de 4, ou une au lieu de 2, ou même une au lieu de 3. Hein. Et tout ça, c'est un manque de performance, hein, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je dis, parfois, tout bêtement, il y a les enjeux que les gens ne comprennent pas et le niveau général même de l'ensemble des acteurs. Vous allez faire confiance à un transporteur, il va surcharger le camion est tout lent, il met plusieurs jours sur la route. Le même camion aux États-Unis, il traverse la côte est, la côte ouest, c'est plus de 3000 km, mais bon, il n'a pas de pneus qui éclatent, il n'a pas de ceci, il n'a pas de cela, tout fuse, quoi. Hein. Donc, ça, c'est le type de difficulté que l'on peut rencontrer. Et moi qui ai commencé mes études ici, qui suis allé en Europe, aux États-Unis, commencé à travailler aux États-Unis, quand je suis revenu ici, c'était un peu compliqué, hein. Au début de son bureau, on est obligé de quitter son bureau, aller soi-même au port, constater l'embarquement. Vous êtes multitâche. Ce que vous n'êtes pas dans un pays où tout le monde est bien formé à son métier. Vous allez savoir que celui qui est en charge de la logistique, il fait son boulot. Celui qui est en charge de la production, il fait son boulot. Celui qui est en charge du contrôle qualité, il fait son boulot. Mais ici, il y a tellement de lacunes par moment que vous êtes obligé d'aller partout, faire tout vous-même. Hein. Et ça, c'est difficile. Après, je l'ai dit tout à l'heure, le succès en affaires, bon, ça dépend de tellement de choses, mais c'est votre sérieux. Hein. C'est avant tout votre sérieux. Si vous êtes un flambeur, vous n'allez pas durer longtemps. Hein. Sachez compter, ne dépensez pas plus qu'il ne faut. Il y a des principes élémentaires. En industrie, le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas la peine d'aller prendre une Rolls-Royce quand on pouvait faire avec plus modeste. Hein. C'est la rentabilité qui vient après. Hein. Donc, et la première des règles, c'est d'être extrêmement économe. Parce que c'est toutes les économies que vous allez faire qui vont maximiser vos gains. Hein. Donc ça doit être dans vos gènes, dans votre réflexe d'être autonome. Je me souviens que il y en a qui poussent, hein, il y en a qui poussent. Même c'est même presque un vice pour certains, l'économie. Il y avait Sam Moore Walton, celui qui a fait les chaînes Walmart aux États-Unis, qui est une chaîne de grands magasins. À un moment, ce monsieur était l'homme le plus riche de la planète. Mais il avait instruit à tous ses travailleurs, ses cadres, que quand il partait dans un hôtel ou bien dans un séminaire ou des choses comme ça, il devait, à la fin,
prendre les stylos, les rames de papier, tout. Comme ça, c'est des choses qui n'avaient plus à payer 2 fois. Donc, il poussait l'économie à ça. Vous avez quelqu'un comme Henry Ford qui, lui, squeezait ses fournisseurs. C'est-à-dire que il donnait tellement de spécifications à ses fournisseurs. Vous avez tous entendu parler de la Ford T. Hein, la première voiture qu'on a fabriquée sur des chaînes, avec le travail à la chaîne et tout ça, le taylorisme. Et lui disait, je veux que vous me fournissiez, je sais pas moi, des boulons, des courroies, des ceci, des cela, et je veux que les caisses aient telle dimension, exactement une dimension comme ça, avec des écrous de tel numéro, fermés comme ci, comme ça. En réalité, il était en train de faire travailler ses fournisseurs pour lui. Une fois qu'ils étaient livrés, ceux qui avaient été livrés étaient sortis, servaient à la production, et la fameuse caisse était retournée, était vissée dans la voiture, et c'est ça qui servait de faire les sièges. Donc il avait fait travailler ses fournisseurs qui, sans s'en rendre compte, venaient de lui livrer les sièges du véhicule. Donc c'est une économie. Lui, il n'a pas à faire le siège. Et c'est la caisse du véhicule qui avait certaines spécifications qui étaient les sièges. Donc, c'est ce côté extrêmement économe. Faire très très attention, parce que c'est là où vous pouvez perdre tout. Si autour de vous, tous vos employés font en sorte que vous dépensez plus, vous allez perdre. Pensez à l'épicier qui vend de la farine, du riz, et puis qui chaque fois perd 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes sur sa balance. À la fin, il perd de l'argent. Donc il faut faire... Et c'est partout pareil, que ce soit la grande industrie, ceci, cela. Il y a des grandes compagnies de transport aux États-Unis, en Europe. Ils vont jusqu'à enseigner à leurs chauffeurs comment freiner, comment accélérer pour consommer moins de carburant, user moins les freins et les pneus, de sorte qu'ils n'ont pas besoin de changer tout ça. C'est pour vous dire que ça pousse très loin la chose. Le business, c'est tous ces petits trucs-là qui vous font gagner dans l'industrie. Tous ces petits détails-là. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est tout ça qui vous fait perdre ou qui vous fait gagner. Si vous êtes un mauvais acheteur de produits café-cacao, les rendements du même café-cacao seront moins bons plus loin. Donc faites attention à la qualité que vous achetez au départ. Vous êtes tous au courant du truc garbage in, garbage out. C'est exactement ça. Tout ça, ça a un sens quand vous êtes dans le monde des affaires. Et le monde des affaires est impardonnable. Vous pouvez avoir, par exemple, je sais pas moi, selon vous, le plus beau produit du monde. Vous pouvez avoir le meilleur directeur marketing du monde, le meilleur directeur financier, le budget est bien, tout ça. Si votre produit ne se vend pas, vous perdez. Donc, et il y a tellement d'histoires autour de vous que vous avez pu observer sans vous en rendre compte, mais l'entreprise a disparu. Vous tous ici, vous avez un téléphone portable. Les premiers en téléphone portable, il y a 20-30 ans, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Il y en a qui ont disparu. Il y a des marques qui ont disparu. Et qui sont fait supplanter par d'autres qui ont fourni un produit plus séduisant, plus pratique et tout ça. Pourtant, c'est le même secteur, c'est la même technologie. Mais il y en a qui ont simplement fait un produit et les autres ont ramé après et leur produit a disparu. Et plus personne n'achète ça. Donc il y a eu une concentration dans ce secteur, alors qu'il y avait 1, 2, 3 entreprises qui caracolaient en tête. Elles ont totalement disparu du secteur.
elles ont laissé la place aux nouveaux entrants qui sont arrivés avec des produits. J'évite de donner des marques, mais vous les connaissez. Hein, qui sont arrivés avec des produits que vous utilisez avec des applications, tout ça, alors que les autres avaient des configurations très rigides. Vous allez avoir des mois difficiles, des années difficiles. Parfois, elles se succèdent. Le plus important dedans, c'est de savoir se remettre en question et de résister. Parfois, on abandonne trop vite, mais vraiment tellement vite parce qu'on est découragé, alors qu'on aurait tenu quelque temps et le produit allait marcher, on allait inverser la situation, mais on se rend pas compte. En même temps que je vous dis ça, faut pas couler avec le navire si vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut s'adapter et très vite, peut-être changer de produit. On vous dit l'objet social, la mission de votre entreprise, c'est quoi? Vous-même, vous vous imposez une mission pour votre entreprise, qui est son objet social. Si ça ne marche plus, que vous n'arrivez plus à répondre, passez à autre chose. Hein. C'est vrai que je vous demande en même temps de résister, mais après, tout est une question de flair vous-même pour vous rendre compte que nous, on était les premiers au monde dans le café cacao. En tout cas, dans le cacao. On en est sorti. Au point où on pense encore qu'on est dans le cacao. Mais non, on est sorti de là. Parce que la bataille était tellement grande entre les Cargill, ADM, Calbo, Barry et tout ça, que c'était plus notre jeu. Ils étaient trop puissants par rapport à nous. Ça sert à rien d'aller vous battre contre tellement plus puissants que vous. C'est un combat perdu d'avance. Hein? Donc ça, c'est bien de faire le dur, mais là, c'est pas une question de dur. Hein. À un moment donné, votre banquier vous suit plus et tout ça. Donc il faut savoir tourner la page. Et ça, pour nous, ça a été un échec, mais une grande leçon aussi d'humilité, de savoir dire, bon, sortons de là, passons à autre chose. Heureusement qu'on s'était diversifié et que nous étions passés à autre chose dans l'huile, le palmier, les VA, le sucre. Et on s'est mis dedans. Et on a prospéré dedans. Hein. C'est pas facile là-bas non plus tous les jours. Mais au moins, on a su arrêter et ne pas couler avec le navire. Sinon on allait continuer une bagarre qui était littéralement perdue d'avance. C'est même pas la peine. Parce que les grandes entreprises que j'ai mentionnées, c'est elles qui achètent ce produit-là au final. Elles viennent sur le terrain ici, l'acheter. Si elle ne veut pas vous prendre, bon, elle peut vous squeezer très vite et puis après récupérer le produit. Donc il faut connaître sa stratégie. Si je peux vous donner d'autres conseils, en plus d'être tenace, de vous accrocher, c'est d'avoir confiance en l'Afrique, d'avoir confiance en la Côte d'Ivoire. Dieu ne fait pas des pays plus forts que les autres. C'est l'esprit d'entreprise qui fait la différence après. Regardez ces pays asiatiques qui ont vécu ce que nous avons vécu. Ils ont été colonisés pareil que nous. Tout ce dont nous on se plaint ici, ils ont vécu la même chose. La différence entre eux et nous, c'est que nous on continue de ressasser ça sans arrêt, en disant c'est la faute de tel ou tel. Eux, ils se sont tus, ils se sont dit, bon, ils ont été meilleurs que nous, on va les battre à leur propre jeu. Et ils ont sacrifié 1, 2, 3, 4 générations. Au final, aujourd'hui, c'est eux qui sont les premiers. La Chine, le Japon, la Corée, et tous les autres pays, il faut voir ce que eux ils font là-bas. Que ce soit la Malaisie, l'Indonésie et tout ça, ils n'ont rien à envier aux autres. Hein? Tout ce que vous trouvez dans ces grandes nations développées, vous les trouvez chez eux. Plus modernes même parfois. Hein? Parce que ce sont des pays neufs. Mais il y a longtemps qu'ils ont arrêté de se plaindre.
Mais il ne faut pas croire, hein. Ils ont été esclaves, pareil, les Chinois, tout ça, qui ont construit, les Indiens qui ont construit le train aux États-Unis, en Europe et tout, c'est la même chose que nous. Mais eux, on les entend jamais. On les entend jamais. Parce que ils ont décidé de travailler et de battre les autres à leur propre jeu. Les enjeux futurs sont ici. Parce que partout ailleurs, vous avez un ralentissement. Parce qu'ils ont déjà tout fait. Donc, c'est parfois un nouvel événement, une nouvelle innovation qui relance leur économie et puis leur ensemble de consommateurs. Mais en termes de grandes aventures de construction, c'est quasiment fini. Vous n'allez pas construire des milliers et des milliers de kilomètres de trains en Europe, c'est fini, c'est saturé. Ici, tout reste à faire. Toutes ces infrastructures-là restent à construire. Donc, nous sommes des pays en construction qui doivent connaître de la croissance et de la croissance encore et encore. Bon, tout ça, ça dépend naturellement des leaderships politiques que l'on peut avoir, qui comprennent la chose ou qui ne comprennent pas la chose. Mais il est important de se dire, c'est faisable chez nous. Et que tout le monde de l'entreprise et tous les jeunes que vous êtes, que vous soyez plus exigeants envers les politiques, leur dire, attendez, vous êtes là pour travailler pour nous, c'est pas l'inverse. Faites en sorte que l'on puisse fonctionner et que on puisse gagner, accélérer et tout ça. C'est pour ça que bon, moi je me plains souvent du trop plein d'État, trop de fonctionnaires, trop de corruption, trop de fonctions politiques. C'est vous, les contribuables, vos parents qui payez ça. Parce qu'il faut, tout ça, il faut les payer. C'est pas des créateurs de richesse, mais c'est l'ensemble des entreprises et tout ça, depuis la femme Borchamp dans le vivrier et tout, jusqu'au produit fini. Donc vraiment, accrochez-vous ici et tous les secteurs doivent être porteurs. Agricole, technologie, construction, transport, parce que on doit se moderniser et tout est à faire. Ayons simplement les bonnes politiques publiques et le reste va suivre par l'initiative, comme j'ai dit, la liberté d'entreprendre. Bah, je dis cela et on me demande comment j'évalue l'environnement des affaires. C'est ma grosse plainte de tout temps. L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, est beaucoup trop bridé. On pense secteur public d'abord. On a trop d'institutions. On a trop comme disent les Américains, de red tape, de procédures administratives longues, payantes, harassantes pour avoir un simple document, pour pouvoir travailler. Et vous commencez à peine que les impôts sont à votre porte. Tout ça, il faut arriver à changer ça. Il faut voir les pays qui sont entreprenants. Quand vous arrivez, encore une fois, en Asie, vous voyez des entreprises, des boutiques partout, des ateliers où ils vont vous faire toutes les pièces détachées existantes en pièces de substitution, et donc vous y trouvez votre compte. Mais tout ça, c'est leur entrepreneuriat qui le fait, et la facilité de monter les affaires. Chez nous, honnêtement, quand vous voyez toutes les procédures, c'est vraiment usant. C'est vraiment usant. Et on se rend compte que c'est très cher de monter une entreprise alors qu'on devrait pouvoir le faire beaucoup plus vite, plus facilement et moins cher. Donc, ça, c'est ma grosse plainte sur l'environnement des affaires et c'est la chose pour laquelle il faut se battre pour le futur, pour que ça change. Alors, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais pour améliorer l'environnement économique en Côte d'Ivoire? Moi, je parle toujours de nationalisme économique, de préférence nationale. Trop souvent, on va chercher ailleurs ce que l'on peut faire nous-mêmes. Et ça, la grande leçon que j'ai eue des Asiatiques, c'est ça. Ils disent, ça on peut faire, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre.
Donc, ils vont pas chercher. Ils vont vous dire, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous vous rendez compte que nous, pour faire une simple carte d'identité, on va chercher un opérateur à l'étranger? La carte que, il y a 30, 40 ans, on tapait dans les commissariats. La rendre sur une carte, avec une base de données, c'est quand même pas sorcier, quoi. Hein. On peut demander à n'importe quel, faire un appel d'offres en disant à n'importe quel jeune entrepreneur ici, présentez-nous un projet, et puis on va vous le concéder. C'est tellement plus simple. Hein. Faire des routes, faire ceci, faire cela, que ce soit des entreprises ivoiriennes qui se mettent à le faire, quitte à elles d'aller chercher des expertises à l'étranger, mais au moins vous avez en face de vous un Ivoirien et qui réinvestit ici, et l'argent reste ici, le chiffre d'affaires tourne plus. Hein. Tant qu'on ne fera pas ça, on va trop dépendre de l'extérieur. Hein. Alors que notre développement ne viendra pas de l'extérieur, il viendra de nous-mêmes. Hein. Et c'est pour ça que je dis, accrochez-vous, parce que il viendra de vous. J'avais espéré que aujourd'hui, c'est notre génération qui allait faire tout ça. Mais, manque de peau, les politiques nous ont encore retardés, et ça va être plus sur la vôtre que la nôtre, et peut-être celle d'après vous, mais il faut vraiment batailler pour ça. Pour que les choses soient plus locales demain, et que nous ayons plus de réussite nationale et continentale demain. Qu'un groupe comme le nôtre, il y en ait par centaines dans le pays, et là on pourra dire oui, on a décollé. Bonjour Monsieur le Président, je suis Miss Yao Nelly Prissy, étudiante en Master 1 de Management de Projet à ISM Adonai. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat, à être un entrepreneur? Et quand vous étiez plus jeune, vous voyez-vous devenir un entrepreneur? Et sinon, quel métier choisiriez-vous? Moi, je suis né dans une famille des gens d'entrepreneurs. Mon père avait commencé dans l'entreprise avec son père à lui. Et puis nous, contrairement à beaucoup de jeunes dans le pays, quand on était en vacances, nos vacances c'était des stages. Moi, à 12-13 ans, j'étais à la mécanique dans l'entreprise. J'ai appris à nettoyer les moteurs, démonter les moteurs, les remonter, remonter les roues, tout ça. Il y a beaucoup de cadres autour de vous. S'ils crèvent dans la rue ici, ils ne pourront pas changer le pneu. Hein. Ils ne sauront même pas comment changer le pneu. Ils sauront commencer à chercher tout à gauche, à droite. Bonjour Monsieur le Président, je suis Constantin Agnuro, étudiant licence de Banque Finance Assurance à l'Institut supérieur de Management Adonai. Ma question est là. Y a-t-il des mentors ou des personnes qui ont joué un rôle clé dans votre succès? Et comment définissez-vous le succès de votre entreprise? Oui, bien sûr. D'abord mon père, hein, dans le travail. C'est quelqu'un qui nous a inculqué le goût du travail et qui lui-même était un battant et puis un entrepreneur. Hein. Donc, il y a lui, après dans l'entreprise, quelqu'un qui est décédé dans des conditions tragiques comme Yves Lamblin, qui lui m'a beaucoup coaché dans l'entreprise. Et puis toute l'équipe qui était avec nous, Jean-Baptiste Fofana, Catherine Codan-Ferrand, hommes et femmes, hein, mais c'était leur ardeur au travail, et comment eux-mêmes ils s'approchaient, comment ils géraient les gens. C'est tout ça que l'on regarde et qui vous forge. Hein. La justice dans le travail. Moi, je me souviendrai toujours que eux tous, mon père, Yves Lamblin, différents dirigeants et tout, quand nous on faisait des stages déjà dans les années 80, 90, on travaillait, puis après moi, je suis rentré. Il y a toujours eu ce côté équité et justice dans l'entreprise déjà. Dans un monde où il y avait déjà beaucoup d'exclusion en Côte d'Ivoire, où pour votre opinion politique, on vous virait ailleurs, chez nous, personne n'était inquiété. Hein. Donc on se fiche pas mal de votre ethnie, de votre opinion politique, de votre religion. Tant que vous faites bien votre travail,
c'est bon. Moi, j'étais dans le bureau non, c'est mon père qui était dans mon bureau quand un ministre l'a appelé pour se plaindre que dans notre usine de San Pedro, il y avait un cadre qui le fatiguait dans sa région et qu'il fallait s'en séparer et tout ça. Et puis mon père lui a dit, moi, j'ai rien à lui reprocher, quoi. Tu ne peux pas m'appeler, moi, pour me dire de me séparer de quelqu'un qui fait bien son boulot, simplement parce qu'il t'embête politiquement. C'est une démocratie. Soit tu le bats politiquement, soit il te bat. Mais moi, j'ai une entreprise à faire tourner. Hein. Est-ce que moi, je vais te voir dans ton ministère pour te dire que je n'aime pas la gueule de telle personne? Donc, c'était assez franc. Et nous, naturellement, on a conservé cette politique-là. Et je le dis partout. Je dis chez moi, vous savez, je fais de la politique, mais ne vous sentez pas obligé. Hein. Que celui qui a telle opinion conserve son opinion. L'essentiel, c'est de continuer. Vous ne serez jamais inquiété, outre mesure, dans votre carrière. Si vous devez avoir une promotion, vous aurez la promotion. Hein, ceci, cela. Faut pas. Je dis même en plaisantant que ceux qui sont à sec restent à sec, que ceux qui sont africains continuent de pleurer. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Elvira Alali, étudiante en licence 1 de marketing et communication à ISM Adonai. J'aimerais savoir comment prenez-vous des décisions importantes sous pression et quelles sont les qualités essentielles pour un entrepreneur? Bon, je pense déjà qu'il ne faut pas prendre des décisions sous pression. Il ne faut pas prendre de décisions dans l'urgence. C'est mieux d'aller dormir sur la question et le lendemain. C'est vraiment le dicton, la nuit porte conseil, c'est une bonne chose. Hein. Sous pression, vous êtes capable de faire beaucoup d'erreurs. Hein. Il faut bien étudier le contour des questions, des problèmes, et avant d'aller prendre une décision. Par contre, la pression, elle peut être longue. Vous traversez une période difficile, et ça peut être plusieurs mois, 1 an, 2 ans, et c'est là qu'il faut tenir. Nous, quand on a repris une entreprise comme le caoutchouc, SIPH, SAPH, 99, 2000, 2001, on perdait de l'argent tous les mois. Et quand un banquier vous retire son concours bancaire parce qu'il ne tient plus, je peux vous dire que bon, vous mangez mal le soir, et le lendemain, quand vous êtes réveillé, vous vous rendez compte que vous n'avez pas très bien dormi la nuit. Hein. Mais bon, il faut faire le tour des autres banques, aller discuter, et tout ça. Et cette pression peut durer. Mais si vous craquez, toutes vos équipes ont craqué. Donc vous-même aussi, il faut vous montrer capable de tenir la pression. Sinon, si le capitaine du navire, au moment où ça commence la tempête commence à arriver, et puis il met son gilet de sauvetage, et puis il plonge le premier, tous les autres vont suivre. Hein. Donc il faut tenir. C'est-à-dire que je vais vous raconter une histoire même. J'étais parce que j'ai fait tout, je peux vous dire que j'ai fait tous les compartiments de l'entreprise, depuis le bleu de travail jusqu'à la présidence. Donc, et quand j'étais dans le trade, j'avais une position sur le café qui était compliquée parce que j'avais acheté à un niveau pensant que ça allait monter, ça a baissé. Donc, j'étais en train de perdre 1 million, 2 millions, 3 millions, 6 millions, et moi, j'étais en train de tourner en rond, quoi. Je vous parle de 100 tonnes. Hein. C'était 100 tonnes de café. Et le directeur m'appelle un jour, il me dit, mais tu es en position sur le café? Oui. Je l'entends. Mais qu'est-ce que tu attends pour t'en débarrasser? J'attends que ça monte. Et si ça ne monte pas? Et c'était pas en train de monter.
Et j'étais tellement malheureux que j'avais appelé un négociant en Hollande et je lui explique la situation. Il me dit, mais il s'agit de quoi? Je dis 100 tonnes. Il me dit, tu te fiches de moi ou quoi? 100 tonnes? Mais achète-toi une paire de nerfs. Tu vas pas là commencer à être malade pour 100 tonnes. On va liquider ça et puis on avance et puis on passe à autre chose. Et c'est ce qu'on a fait. Bon. On a perdu sur ce coup-là. En tout cas, moi, j'ai perdu sur ce coup-là. Mais je me suis rattrapé sur plein d'autres choses après. Hein. Donc, c'est là où il faut pas craquer, quoi. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Joseph Atier, étudiant en licence 2 d'informatique, développeur d'applications. Ma question est la suivante. Comment arrivez-vous à gérer votre temps entre le travail et votre vie personnelle? C'est vrai que c'est deux choses différentes, mais il faut se ménager une vie personnelle quand même. C'est pas évident quand l'entreprise fait partie de la famille. Donc souvent le sujet revient sur la table. Hein. Ça c'est vrai que c'est pas évident. C'est plus facile pour un salarié ou quelqu'un qui quitte l'entreprise et qui se consacre à sa famille et qui peut oublier un petit peu quand vous êtes encore dans le volet entreprise. Mais bon, ça fait partie de notre vie et puis on vit avec, quoi. Hein. Ça a du bon et du moins bon, mais il faut vivre avec. Mais c'est bien de consacrer. Et vous vous rendez compte aussi que même quand vous cherchez un détachement, à un moment donné, c'est vos enfants qui vous posent les questions sur l'entreprise, eux aussi. Hein. Donc après, vous baignez dedans. Il faut leur répondre parce que eux-mêmes sont amenés à vous remplacer dans l'entreprise. Bonjour Monsieur le Président, je suis Miss Koulibaly, étudiante en licence 3 de marketing et communication. Alors j'aimerais savoir, si vous pouviez tout recommencer à zéro, feriez-vous les mêmes choix? Si je pouvais tout recommencer à zéro, je ne peux pas vous dire si je ferais les mêmes choix. Je vais essayer de vivre sur une autre planète. C'est-à-dire que on aimerait vivre dans un monde idéal. C'est ça en fait. Et se dire que dans ce monde-là, on serait mieux. Mais il n'y a pas vraiment de monde idéal. Hein. Si je devais tout recommencer à zéro, je sais pas ce que je sais pas ce que je trouverais. Donc il faut vraiment faire avec ce que l'on a. Mais c'est vrai que il y a une expression justement chez les traders où on dit il n'y a pas de back trading. Tout à l'heure je vais parler de ma position en café, je peux pas refaire, je peux pas revenir en arrière et changer ce que j'ai fait. Donc c'est plus compliqué. Le back trading ça n'existe pas. Si on pouvait, ce serait trop beau. Je pense que je ferais dans ce nouveau monde ce que je pense être bon, hein, tout simplement. Puis continuer de m'accrocher à ça, c'est tout. Mais peut-être que je serai rappeur. Merci. Vous venez de suivre votre émission de Masterclass de Tycoon. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un autre maillon africain.